Il sonne 11 heures en cette journée du jeudi 27 août 2020. Vous qui nous écoutez en direct sur Canal FM ou par le biais des radios partenaires à Dapaon, à Bassa, à Niamtougou, à Sokode, à Neho, un peu partout dans le monde, nous vous saluons chaleureusement. À la technique aujourd'hui, Datevi Thomas, Géraud Dakoucha et Michel Vitogwe Tobenga. Au studio, les confrères qui s'installent déjà, juste vous dire que au menu de cette émission, nous allons partager avec vous des sujets de proximité qui portent sur divers aspects du développement, notamment la pandémie Covid-19 à la page. Et si nous avons le temps, nous irons analyser la CEDEAO à l'épreuve de la gouvernance politique dans notre sous-région. Les deux confrères déjà au studio, Maglo Ateko Kenvi de Flamme des démocrates, bonjour. Bonjour Sass, bonjour à tous les auditeurs et auditrices naturellement branchés sur la 93.5. Jean Legrand Polorini du journal Canal D, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux confrères en studio, bonjour aux auditrices et auditeurs du club de la presse de Canal FM. Je vais emboîter le pas à Ambroise aujourd'hui et relever une situation au ministère de l'administration territoriale qui ne nous a pas laissé indifférents depuis plusieurs jours. Vous imaginez que des associations reconnues d'utilité publique n'arrivent pas à obtenir les récépissés depuis très longtemps. Ça a été même débattu ici, qui font un bon travail et actuellement qui ont des problèmes avec leurs partenaires parce qu'ils n'ont pas eu de récépissés. Par contre, il y a une association, un fan club Manchester United, qui a un récépissé. Vous comprenez ça? Comment on peut expliquer que des gens qui œuvrent pour le bien-être des Togolais n'ont pas de récépissé? Un club étranger, un fan club d'un club étranger, qu'est-ce que ça nous apporte comme bienfait au Togo? On donne le récépissé à ces gens-là et en même temps des gens qui n'arrivent pas à avoir de l'eau. Pour qu'on œuvre pour eux, on n'a pas de récépissé. Donc votre constat, c'est que des ONG, associations de développement, voient leur dossier pourrir depuis des années au ministère, oui, sans obtenir leur récépissé. Et des gens viennent de créer un fan club Manchester United. Oui. Et le ministre Boukessi s'est empressé pour leur signer le récépissé. Vous pouvez vérifier ça. Merci beaucoup. Ambroise Yaokonjo, bonjour. Oui, ça c'est bonjour. Bonjour, chers confrères ici présents. Bonjour toutes les auditrices et les auditeurs de Radio Canal FM. Je voudrais aussi profiter pour rappeler les routes de Ségbé et de la Pampa. Les routes de Ségbé et de la Pampa, les deux là. C'est-à-dire que finalement, beaucoup ont garé leur véhicule pour cette histoire de route de Ségbé. Les amortisseurs sont actuellement chez les mécaniciens. On est dépassé quoi. Bon, ça c'est pour le cas. J'ai lu ça. C'est que le gars, Jean Legrand, on n'en fera pas un débat. Ça, oui. Mais je dis, si nous on critique, le ministre Boukessi lui-même au Parti Uni. Je voudrais préciser ça. C'est tout. Merci beaucoup. Eh bien, Jean Legrand. Oui. Vous avez combien d'oreilles? J'ai 2 oreilles. Et combien de bouches? Une bouche. Savez-vous pourquoi Dieu vous a doté d'une bouche et de 2 oreilles? Tout à fait. 2 oreilles pour beaucoup écouter, une bouche pour moins parler. Voilà, vous êtes intelligent. La pensée du jour, justement, nous dit que la nature nous a donné une langue et 2 oreilles afin que nous parlions peu et que nous écoutions beaucoup. Ma gloire, ça aussi, vous le tenez pour vous. Si la nature vous a donné une langue et 2 oreilles, c'est que vous parliez peu, mais que vous écoutiez beaucoup. Eh bien, évidemment, je crois quand même que l'auteur de cette pensée a bien mûri, n'est-ce pas, le sujet avant de l'énoncer, dans la mesure où il faut quand même dire que l'homme, dans son instinct, dans sa nature, n'est quand même pas bien. De beaucoup parler, parce que par moment il faut faire preuve de sagesse, beaucoup écouter mais parler moins. Ça fait de nous un homme grand, un homme géant. Cela s'adresse à nous autres journalistes aussi. Nous écrivons beaucoup, nous parlons beaucoup, mais sachons aussi écouter les sons contraires que nos auditeurs et nos lecteurs nous renvoient.
mémoré de, en prélude aux obsèques de Maître Yaovi Agboibo, le parti qu'il a créé, le cas, fait savoir depuis hier qu'une chapelle ardente sera organisée au siège du cas. C'est ce que nous écrit Le Changement. En prélude donc aux obsèques de Maître Yaovi Agboibo, une chapelle ardente est ouverte au siège du cas à partir de ce jeudi. Magloire, votre journal Flambeau aussi, vous nous informez que un livre d'or est ouvert au siège du cas à partir de ce jeudi, et ceux qui le voudraient bien pourront écrire leur témoignage, rendre hommage et autres messages de condoléances à l'honneur de l'illustre disparu tous les jours de 9h à 17h à compter de ce jeudi. Tout à fait. Voyez-vous, c'est depuis le 30 mai dernier que notre pays, le Togo, a perdu un de ses dignes fils, Maître Yaovi Agboibo. Et d'ailleurs, les témoignages qui ont suivi juste après l'annonce du décès ont prouvé à quel titre le monsieur il était si géant. Quelques jours après, il va falloir quand même que ce digne fils du pays retourne auprès de ses aïeux. Mais avant, le parti a bien fait, n'est-ce pas, d'installer une chapelle ardente donc au siège du parti. Et c'est le moment à jamais pour tous ceux qui l'ont connu, pour tous ceux qui l'ont aimé et côtoyé, de lui rendre, n'est-ce pas, les hommages mérités, que ce soit en témoignage, en tout et tout. Et donc, c'est une très belle initiative prise par le parti, le CA, et ça nous permettra encore de marquer en tout cas, de marquer d'une pierre, d'une encre indélébile, le passage de ce grand homme sur terre. Eh bien, ce livre d'or qui est ouvert au siège du cas, vous pouvez déjà aller témoigner de tout ce que vous savez de la vie de Maître Agboibo à partir de ce jeudi. L'occasion également pour nous de vous rappeler que quand il sonnera 12h, vous pourrez entrer en ligne pour co-animer avec nous sur les deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Merci de vous en tenir au sujet que nous aurons développé aujourd'hui. Et nous allons sur les routes togolaises. Quel est l'état de nos routes aujourd'hui? Nous commençons par le contournement de Défalé. Pour ceux qui nous écoutent sur Radio Sama FM ou bien sûr Radio Courtoisie, si vous êtes en voyage vers le Grand Nord, attention, dans le contournement de Défalé, depuis quelques heures, des blocs de roches se sont détachés de la falaise et sont tombés sur la voie. Donc la voie se trouve obstruée à maints endroits. Alors que c'est la saison des pluies actuellement. Alors les voyageurs sur le contournement de Défalé, attention, prudence. Ces blocs de terre, ces blocs de roches qui se détachent de la falaise et qui viennent obstruer la voie. Et les témoignages des voisins nous confortent que c'est un phénomène récurrent, surtout en ce temps de pluie. La montagne qui est friable détache de ces monstres qui tombent sur la voie. Jean Le Grand Poloroni, heureusement que jusqu'à présent, aucune de ces roches-là n'est tombée sur personne, mais le danger reste potentiel. Évidemment, ça, le danger réel est perceptible parce que nous avons une information également tôt ce matin. C'est vrai que beaucoup doutaient, mais finalement, nous avons eu la confirmation que ces blocs sont tombés évidemment sur la route. Mais moi, je me dis, imaginez un instant qu'un véhicule soit en train de passer quand ces roches-là se détachent. Je n'imagine pas les dégâts que cela va causer. Et vu qu'il y a totalement un vide à côté là-bas, le véhicule peut directement se retrouver dans le fossé. Je ne sais pas si en construisant cette route, il y a eu des études d'impact qu'on a eu à faire pour s'assurer que on ne risque pas d'avoir ces problèmes-là. Parce que normalement, on devait anticiper sur tout ça
et voir si effectivement cette route devait forcément passer par là ou trouver un autre moyen d'anticiper ce problème-là. Mais bon, nous demandons que les ingénieurs et tous ceux qui sont en charge du domaine puissent trouver rapidement une solution pour que le pire ne puisse pas advenir. Trouver un moyen effectivement pour protéger la route de la falaise tout à côté. Nous disions tantôt que, Dieu merci, ces blocs ne sont encore tombés sur personne, sur un véhicule, du moins à notre connaissance, contrairement à ce qui s'est passé à Lomé ici, dans les environs de l'hôtel Sarakawa, quand un camion Titan s'est renversé avec son conteneur qui ont écrabouillé totalement cette jeune étudiante. Nous en parlions il y a quelques jours, mais 2 journaux trouvent important de revenir là-dessus. Flambeau des démocrates qui parle des conteneurs de la mort. Magloire? Oui, des conteneurs de la mort, pour revenir naturellement sur ce sujet qui fait froid au dos. En tout cas, il y a quelques jours, tous les Togolais ont appris avec stupéfaction le décès tragique, n'est-ce pas, de cette jeune étudiante. Vous l'avez dit, tamponnée, écrasée pratiquement, le mot, il est un peu fort, mais par, en tout cas, un conteneur pas la faute, n'est-ce pas, à une mauvaise manœuvre d'un porte-conteneur. Et là, ça nous a amené une petite réflexion sur le sujet. Vous savez, depuis quelques années déjà au Togo, l'autorité nous a habitués au bilan sécuritaire sur nos routes pratiquement chaque semestre. Et très souvent, quand il s'agit de parler des causes, n'est-ce pas, des accidents de circulation, on se contente beaucoup plus des causes humaines, c'est-à-dire les erreurs que font les chauffeurs, les conducteurs de taxi-moto et tout ça qui adviennent ou du moins qui causent ces accidents. Mais la réalité qui est là, ou l'autre réalité qu'on essaie d'oublier, c'est que c'est les engins également qui constituent l'autre cause de ce que nous constatons sur nos routes comme drame. Eh bien, vous allez voir que déjà en 2017, les mêmes faits se sont pratiquement produits au même lieu où, par une mauvaise manœuvre, eh bien, un conteneur est tombé sur un véhicule de 9 places, tuant, n'est-ce pas, tous les passagers qui étaient à bord, dont une femme et ses 2 fillettes. L'année qui a suivi, c'est-à-dire en 2018, c'est le Togo qui perdait, n'est-ce pas, l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale féminine, c'est-à-dire Pervier Dame, qui se rendait au nord, et malheureusement la voiture s'était stationnée juste sur le trottoir, et quand un porte-conteneur allait aussi au Grand Nord, par malheur, le conteneur tombe et écrase également l'entraîneur adjoint des Éperviers Dames. Et donc nous estimons que suffisamment les faits se répètent, et il va falloir quand même que l'autorité se réveille pour savoir que oui, les causes humaines, mais en réalité, il y a aussi l'autre cause qui tue beaucoup de Togolais, c'est les engins. Comment est-ce qu'il faut entretenir les engins d'abord? Et parce que quand vous allez par exemple au rond-point port, vous le verrez, il y a ces titans-là se sont stationnés aux abords de la route. Pourtant, c'est une route nationale. C'est une route internationale plutôt très empruntée. Et quand vous êtes en moto ou vous êtes en voiture et vous arrivez au niveau de ces titans, c'est qu'il y a une certaine phobie qui vous emporte parce que vous ne savez pas si vous allez pouvoir arriver à vous en sortir vivant. Parce que à tout moment, un conteneur peut tomber sur vous. Et donc, nous interpellons les autorités sécuritaires à agir très vite parce que ça ne commence pas à faire beaucoup. Merci. Ces gros camions porte-conteneurs qui transforment la voie de la Marina pratiquement en parking. Ils s'étendent jusqu'aux abords de Ecobank, une route qu'on a construite il y a quelques années. On n'a pas encore fini de payer. Et voilà ces camions qui transforment la route en parking, à se demander qu'est-ce que le port envisage ou bien préparé pour ces camions. Le sujet vous interpelle aussi, Ambroise, quand dans votre journal The Guardian, vous appelez les autorités à sévir contre de tels comportements qui nous endeuillent. Tout à fait. Je crois que pour les faits, Magloire est revenu sur les faits et les contours des faits.
Maintenant, nous, on s'intéresse à la question sécuritaire liée aux autorités qui devaient agir, notamment les autorités du port, de la douane et surtout du ministère de la Sécurité. En ce sens que il y a des choses qui se produisent sur nos routes. Je salue nos grands frères, nos frères et sœurs policiers qui sont sous le soleil, sous les eaux tous les jours que Dieu fait. Mais au-delà de ça, j'aimerais attirer l'attention surtout du ministère de la Sécurité par rapport aux gros porteurs, aux camions de transport de sable, aux camions titans qui prennent souvent nos voies. J'ai fait une remarque, c'est le fait que plus de jeunes ont le permis catégorie E. Et je vous dis que c'est plus les jeunes de 25 à 35 ans qui ont des comportements bizarres sur la route. Même dans le sens contraire, ils viennent devant vous, vous êtes dans un véhicule, ils ne sont pas là de vous envoyer le phare, de foncer sur vous. Ce que je dis, nous le vivons quotidiennement. Je sais que tu es sur une route où il y a des gros titans qui passent du Ghana jusqu'au Nigeria, et ces comportements-là, ils prennent les autres comme des poussins sur la route. Je crois que c'est ce genre de comportement qui a amené à ce que cette fille-là perde gratuitement comme ça la vie. Ce n'est pas normal. On ne peut pas prendre un conteneur, porter un conteneur et le transporter, le faire circuler dans la ville avec légèreté. Ce n'est pas possible. Quand moi j'ai appris ça, j'ai tiqué et dit, mais c'est une perte d'abord pour le Togo et une perte pour la famille au sens restreint du terme. Donc je me dis que, comment se comportent même les autorités du port? Et même ceux-là pour qui le conteneur est destiné. Le chauffeur, il s'en fout. Le destinataire, il s'en fout. Et c'est la jeune fille. Peut-être d'autres personnes en ont déjà subi la même chose, la même faute sur les routes. Je crois que le ministère de la Sécurité, les autorités du port doivent sévir. Avant que tout conteneur ne quitte le port, il faudrait qu'ils vérifient toutes les mesures de sécurité avant que le conteneur, et au moins le sceller de façon à ce qu'on soit sûr que ça ne tombe pas. Merci pour clore cette question, cette page de civisme que le journal La Nouvelle Tribune ouvre sur la voie. La Nouvelle Tribune qui nous défend de jeter des déchets et cracher en circulation. Pour l'Orini, voilà aussi un phénomène. Surtout les gens qui sont sur leur moto, ils crachent comme ça, sans chercher à savoir si les gens ne viennent pas derrière eux. Ceux qui sont dans leur voiture, ils sortent la tête, ils crachent, ou bien que des gens mangent des bananes, des arachides, ils jettent comme ça les épluchures à travers la fenêtre, alors que derrière eux, c'est quand même des humains qui vont et qui viennent. Oui, ça, vous savez, depuis l'amorce de l'ère démocratique dans les années 90, beaucoup de Togolais ont rejeté le civisme, pensant que bien se comporter, c'est faire du bien à l'autorité et tout ça. Or, en réalité, c'est nous-mêmes qui nous causons du tort. Et depuis quelques années, je crois que les bonnes manières ont tendance à vouloir revenir. Et c'est ce travail que les médias aussi font en sensibilisant les uns et les autres. Parce que cracher en public, jeter les ordures, tout ça, c'est source de maladie. Mais ce que vous oubliez, en jetant les ordures, vous pensez que vous en foutez pas mal. Mais tous ceux qui sont aux alentours, c'est des maladies qui sont en train de ramasser. Et vous ne savez pas les mouches qui vont se poser là-bas, le repas que vous allez prendre, d'où est-ce que cette mouche est venue, et pour vous donner un certain nombre de maladies. À l'occasion de la pandémie, on a interdit à tout un chacun de cracher parce que le coronavirus se transmet par les gouttelettes de salive et tout ça. C'est également l'occasion d'interpeller les uns et les autres parce que quand nous posons un acte, ne nous voyons pas nous-mêmes aujourd'hui disant que nous ne sommes pas touchés, mais voyons demain, voyons le lendemain et essayons d'appliquer les bonnes manières. Pour revenir à ce que Ambroise disait concernant les conteneurs, je crois que souvent on demande de sévir, mais là où il faut véritablement sévir, nos autorités ne sévissent pas, mais c'est pour certaines broutilles qu'on se plaît à un peu harceler les gens. Un conteneur qui sort du port, qu'est-ce que les autorités du port font, la sécurité qui est là-bas? On doit tout vérifier parce que aucun conteneur ne doit sortir sans être vérifié, sans être scellé sur un camion. Et dans la circulation, les agents de sécurité, c'est vrai que nous les encourageons, nous les félicitons parfois, mais il faut véritablement sévir. Un contrôle routinier, dès qu'on voit un camion, il faut l'arrêter, il faut vérifier parce que vous ne savez pas sur qui est-ce que ça peut tomber. Le conteneur ne choisit pas, ne sélectionne pas la personne sur qui elle va tomber. Parce que si nous continuons
sur cette lancée, c'est peut-être nous, nos familles, qui en pâtiront un jour. Merci. Alors, un auditeur qui incrimine le port pour manque de parking pour les gros camions et pour la légèreté avec laquelle on laisse les gros camions sortir du port sans s'assurer que leurs chargements sont mis en sécurité. Sans transition, la pandémie de la COVID-19 avec la Nouvelle Tribune. Malheureusement, Elam n'est pas avec nous, mais la Nouvelle Tribune qui a envoyé un reporter à Soudou, de retour de Soudou avec la Nouvelle Tribune, peut-être qu'il nous rejoindra incessamment. Vous également, Magloire, Front des démocrates, vous nous transportez au sein du CASEP, le Centre administratif des services économiques et financiers. Panique au CASEF, écrivez-vous, avec plusieurs cas positifs au coronavirus. Magloire? Oui, comme vous le savez, depuis quelques jours déjà, la pandémie à coronavirus se propage avec une vitesse assez accélérée dans notre pays. Hier, on prenait la maladie comme une maladie des riches, mais depuis quelques jours, un responsable de la coordination nationale de RIPO nous a dit que la maladie tend maintenant à devenir une maladie des pauvres. Mais là, la situation qui est là aujourd'hui, c'est que au CASEF, il nous a été rapporté, et ce n'est pas une rumeur, c'est une réalité, que plusieurs cas ont été détectés là-bas, des cas positifs bien sûr. Et naturellement, ça a fait que plusieurs cas contacts ont été également mis en quarantaine depuis lors. Et vous voyez, que connaissant le lieu assez névralgique, parce que c'est un véritable carrefour des opérateurs économiques, des usagers, en tout cas tous ceux qui ont une affaire avec l'économie du pays et cohabitent, en tout cas visitent le lieu tous les jours. Et ça fait qu'il y a une sorte de panique qui s'empare de bon nombre de Togolais aujourd'hui. Il y a d'autres même qui ont leur dossier en instruction, mais qui ont peur de retourner sur les lieux. Et donc, nous avons estimé qu'il était important de revenir sur cette information-là. Mais dans notre article, nous avons posé une série de questions parce que, comme nous l'avons dit, c'est un lieu très visité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que d'autres qui n'ont pas encore mis pied là-bas puissent être épargnés, en tout cas qu'on puisse leur éviter une en tout cas possible contamination. Nous avons mené le sujet, mais à un moment donné, on nous a encore informé que l'autorité très tôt est arrivée à désinfecter tout le bâtiment. Ça voudra dire que la réalité elle est là, mais nous disons oui, les gens ne l'ont pas voulu d'eux-mêmes, mais c'est une situation qui s'est imposée à tout le monde, mais c'est également une occasion pour les autorités politiques, administratives et surtout la coordination nationale de RIPO de vraiment réfléchir sur le sujet afin d'éviter que la chaîne de propagation ne s'étende encore. Comme vous le dites, et comme son nom l'indique si bien, c'est le Centre administratif des services économiques et financiers. C'est le siège du ministère de l'économie et des finances, du ministère de la planification. C'est le Trésor, un centre vraiment sensible. Et suite à votre article, nous avons des réactions qui confirment qu'effectivement tout le personnel du CASEF a été systématiquement dépisté, sauf que ils ne partagent pas votre appréciation de plusieurs cas avérés, mais ils disent que tout le personnel a été effectivement dépisté, les lieux ont été désinfectés et ils estiment que le CASEF a préféré jouer par anticipation. Oui, c'est tout à fait normal. Voyez-vous, on n'a pas les mêmes sources d'informations. C'est normal qu'un agent du CASEF puisse également jouer sur la communication pour pouvoir atténuer un peu la psychose. Mais nous, on est journalistes, ce n'est pas de stigmatiser le CASEF, mais c'est une réalité, c'est une évidence. C'est une information que nous apportons au public dans la mesure où peut-être, comme nous l'avons dit, c'est un centre très visité. Et bien naturellement, de lundi à vendredi, il y a des dossiers en instruction là-bas, que ce soit au ministère, que ce soit au niveau du plan, que ce soit au niveau du trésor, il y a des va-et-vient qui continuent. Et donc,
c'est le moment à jamais d'informer les gens, d'avertir les gens que voilà la situation. Ce n'est nullement pas dans l'intention de stigmatiser ce service-là, mais c'est plutôt d'aider tous ceux qui sont là-bas, d'aider les populations togolaises à savoir ce qu'il y a actuellement et de savoir s'y prendre. C'est tout. Et bien sous réserve que les responsables du CASEF gèrent les cas les cas positifs éventuellement, on peut quand même y voir une exhortation pour d'autres services publics. Les institutions de la République, tout le monde devrait faire comme le CASEF, soumettre le personnel à un dépistage, désinfecter les lieux, parce que nous avons des témoignages plutôt contraires dans d'autres sens. Ce matin, pas moins de 2 ou 3 auditeurs nous ont saisi que ils sont allés à la direction générale de la TDE ces derniers jours. C'est plutôt à un certain laxisme qu'ils ont assisté. Le personnel de la TDE qui ne porterait pas la bavette, les dispositifs de lavage de lavage des mains existeraient bien dans la cour, mais aucune personne pour indiquer aux visiteurs d'aller se laver les mains avant d'entrer dans les locaux et d'en sortir. Jean Legrand pour l'Origny, il faudra que ce message de sensibilisation, que le bon exemple vienne des structures étatiques, les institutions, les ministères, les grands services de l'État. Tout à fait ça. Le laxisme dont vous parlez a été constaté un peu partout. Du bas jusqu'en haut, un peu partout, les gens ne respectent plus vraiment les mesures barrières. Moi, j'étais dans un grand service financier ce matin. Je vous dis, à l'entrée, il n'y avait même pas de quoi se laver les mains. Chacun rentre comme il sort, les gens n'ont même pas mis le masque. Sans discrimination, stigmatisation, est-ce qu'on peut connaître ce service-là? Bon, c'est une agence, un centre de l'Office togolais des recettes, où j'y étais. Il n'y avait pas de dispositif de lavage des mains. Et beaucoup n'avaient pas le cas sur la bouche. L'avait au niveau du menton. Et moi, en rentrant, je me suis posé la question, pourquoi ici il n'y a pas de dispositif? Mais bon, je n'ai pas osé poser la question à qui que ce soit, mais j'ai juste fait le constat que à plusieurs niveaux, il y a un laxisme qu'on est en train de remarquer. Mais c'est ce qui fait aujourd'hui que la pandémie est en train de prendre vraiment un galop. Vous voyez au niveau de Sokodé, Bafile et tout ça, les zones ont été bouclées. Et hier, dans un communiqué du gouvernement, le couvre-feu est ramené de 18h30 à 5h. C'est dire que franchement, il y a vraiment une escalade de cas qu'on n'est pas en train de comprendre et le gouvernement veut privilégier quand même les mesures fortes afin d'éviter que on ait vraiment plus de personnes contaminées, ce qui serait vraiment dommageable pour notre pays. Merci. Donc les préfectures de Tchamba, Tchaoudjo, Sotouboua qui sont bouclées et hier effectivement une information officielle. Nous apprenons que le couvre-feu est passé de 21h à 18h, de 18h30 jusqu'au lendemain à 5h. Et la FOSA qui informe également qu'elle y mettra toute la discipline pour faire respecter et le bouclage et le couvre-feu. Et cette disposition a été prise parce que ces localités connaissent des pics des augmentations de contamination suite aux dernières fêtes traditionnelles dans les milieux. Et or, nous sommes dans la saison des fêtes traditionnelles. Et c'est dans ce contexte que nous vient cette information du royaume des Gains à Glidji, où nous apprenons que le préfet des Lacs a eu des séances de travail avec toutes les notabilités de la préfecture hier. Suite à ça, le roi des Gains a également réuni son peuple à son palais et les dispositions suivantes ont été prises, à savoir que la fête, la pierre sacrée 2020 ne sera prise que par un groupe de 15 personnes au maximum. Et en prévision de cela, la préfecture des Lacs sera bouclée du 3 au 17 septembre prochain. Information utile pour Dadede, qui nous vient d'Aného tous les jours, et également tous ceux qui auraient à s'aventurer dans la région à partir de la semaine prochaine. Ambroise? Oui, toutes ces mesures, je crois que c'est bon. Mais moi, j'ai des bémols. J'ai des redits, j'ai des choses à redire par rapport à toutes ces mesures. Vous savez, le mal, cette maladie est venue de l'Occident, plutôt de l'Orient, avant que ça ne tue beaucoup de personnes en Occident, c'est-à-dire en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis et autres, au Brésil. Maintenant, ces gens-là ne vont plus tellement dans le confinement, dans le strict, tout ça là. Maintenant, à contrario, quand vous venez chez nous, c'est maintenant encore
les gens sont en train de sévir, moi ça m'inquiète. Parce que j'ai eu des informations venant de Dapaon, où on a battu des gens parce qu'ils ne portent pas de cache, comment vous l'appelez, le cache-nez. Plus, le maire d'Assoli a été empêché de rentrer dans sa propre préfecture par le préfet. Donc, le maire de la commune Assoli, oui, il n'a pas le maire, le député, une députée, Adjara, ou un nom comme ça, a été empêché selon l'information que nous avions eue. Donc, moi, ça dit que nous, on a... Est-ce que la députée s'est conformée aux dispositions en vigueur en matière de bouclage? Une députée soit conformée ou pas, est-ce que la députée peut refuser de porter cache-nez ou, avant d'aller chez elle, elle va dormir où? Oui, il faut même pas chercher à justifier. Non. Le problème, Ambroise, s'il vous plaît. Mon problème. Un policier dans la rue n'est pas censé identifier une députée, d'une ministre ou d'un simple personne. Puisque la personne dit qu'elle est députée, les gens le connaissent dans la Assoli. Assoli, ce n'est pas Lomé. Lomé, c'est une grande ville. Mais le préfet ne dira pas, ou celui-là qui est en train d'interdire, ne dira pas qu'elle ne connaît pas la dame qui est députée. Ça, c'est ça. Ce qui m'amène à dire qu'au Togo, on fait toujours les choses à gauche. Tout ce que les gens font dans tous les pays au monde là, eux ils le font toujours pour donner de mauvais exemples. Ils ont bien compris. Je parle des autorités. On parle de la pandémie que tout le monde gère. Les gens ont allégé des situations. Maintenant, nous devons vivre avec la maladie. On est obligé de vivre avec la pandémie, mais en s'adaptant et en respectant les mesures barrières. Prenons plutôt la pédagogie dans le respect des mesures barrières, du lavage régulier des mains et de la distanciation sociale. Au funérail de l'ancien premier ministre d'Nkodio, vous êtes allé en Guadeloupe? Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous est allé en Guadeloupe. On ne dirait même pas qu'il y a une pandémie. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Adaptons-nous à la maladie, respectons les mesures barrières, mais laissons les gens vaquer à leurs occupations et en veillant à ce que cela ne soit fait pas aussi abrimer les gens. Ça, je suis contre ça. Nous sommes contre toute politique deux poids, deux mesures. Nous dénonçons tout comportement qui porterait à mépriser ou bien à ne pas respecter les mesures. Si ce que vous dites aux obsèques, qui s'est passé aux obsèques de Deme Kodjo est vrai, nous le condamnons, tout comme nous avions condamné ce qui s'était passé aux obsèques de la maman du professeur Kokoroko. Un peu partout, nous le condamnons parce que ce que nous disons, nous devrions servir d'exemple pour les autorités. Mais en même temps, il faut dire au bémol d'Ambroise que quand on suit l'actualité, le virus continue toujours à inquiéter. Suivez l'actualité en France. La France qui va connaître la rentrée scolaire la saison prochaine, le gouvernement se casse la tête. Et nous avons appris que la Corée du Sud a dû fermer ses écoles jusqu'au 11 septembre prochain. C'est pour dire que nulle part au monde, on a la maîtrise de la maladie. Chacun y va un peu la peur au vent. Ce n'est pas pour justifier tout comportement négatif, mais Jean Le Grand pour le retenir, quand nous écoutons les autorités jusqu'à l'OMS, ces comportements, ces bouclages de zone, c'est dans le sens de la prévention d'une éventuelle pic des contaminations. Bien entendu, ça. Vous savez, actuellement, ce virus a plusieurs facettes et personne ne sait vraiment à quoi s'attendre. Toutes les prévisions que les médecins font, c'est parfois un peu remis en cause parce que la progression est vraiment un peu incompréhensible. Et lorsqu'on boucle les villes, lorsqu'on instaure le couvre-feu, tout ça, c'est parce qu'on comprend que les gens ont du mal à respecter les mesures barrières. Je vous dis, quoi qu'on dise, il y a des gens, je ne sais pas si c'est sciemment. Hier soir, moi je sortais en revenant du bouclage, plusieurs personnes, parce que la force anti-pandémie n'est plus en circulation, des gens se sont remorqués à moto, personne n'avait son cache-nez. Parce qu'ils se disent que les militaires sont partis. Je crois que c'est de l'inconscience et, je vais dire, un peu de l'irresponsabilité. Ce qui fait que les autorités sont en train de sévir. Mais en même temps, il ne faut pas aller au niveau de la violence, mais essayer d'utiliser une certaine stratégie pédagogique. Mais il faut utiliser aussi la chicotte. Je suis un peu désolé, mais à un moment donné, le Togolais, quand on lui fait trop de largesse, il ne comprend pas. L'homme noir, en général, aime la discipline. Il faut le discipliner. Encore faut-il, il faut infliger des amendes. Il faut encore infliger des amendes aux gens. Je crois qu'il faut les infliger. En même temps, nous avons félicité les forces, les BDC qui font du bon travail. Force est de constater que depuis hier, à travers la conférence de presse organisée par la coordination, nous avons appris qu'il y a un agent de santé indélicat d'une clinique qui a osé falsifier un résultat de test coronavirus. Vous imaginez un peu, à l'heure où tout le monde se bat, on fait de notre mieux pour que ce mal-là
ne se propage pas des gens inconscients. Je ne sais pas combien on lui a donné, combien vaut une vie humaine pour lui, pour que cette personne puisse falsifier ce résultat et permettre à la personne de voyager. Heureusement, c'est au niveau de l'aéroport que la personne a été interpellée parce qu'on voyait le même nom sur 2 résultats, un positif, un négatif. C'est ça seulement qui a permis que nous puissions arrêter cette personne-là. Ça veut dire que les brebis galeuses existent partout. Elles sont partout. Les gens se demandaient qu'est-ce qu'ils font de leur conscience professionnelle. Les comportements à risque, il y en a un peu partout. Encore une fois, je reviens. Si ce que Ambroise dit est vrai, pour ce qui s'était passé aux obsèques de Edem Kodjo, nous condamnons tout cela. Et les témoignages affluent dans tous les sens. Un auditeur nous apprend également, qui nous rappelle ce que nous savons que à Agoué, notamment à Agoué Zongo, c'est vraiment la pagaille. Les leaders religieux, les imams qui continuent à célébrer les mariages avec de grandes affluences sans aucune disposition, alors que Magloire, nous appelons à la sensibilisation. Et quand on dit sensibilisation, nous appelons à y associer les leaders communautaires, dont les chefs religieux, les présidents d'associations. Alors, si des leaders religieux sont les premiers à ne pas faire respecter ces mesures autour de nous, alors nous courons la catastrophe. Parce que nous ne voulons pas que le Togo connaisse les chiffres des pays comme l'Italie, l'Espagne. Évidemment, ça se voyait. Moi, personnellement, je suis un peu peiné par la tournure que prennent les choses ces derniers temps, dans notre pays surtout. Voyez-vous, c'est le président français qui a su bien choisir en tout cas le mot. Il disait que nous sommes en guerre. Et en guerre contre un ennemi invisible. Aux premières heures de la crise sanitaire, vu l'engagement de tout un chacun, à un moment donné, on avait l'impression qu'on commençait par maîtriser la situation. Et comme nous le disons tous les jours ici dans ce studio, on a constaté que le relâchement, l'insouciance et tout se sont invités dans la danse. Aujourd'hui, on constate que on amorce une autre phase de la lutte, ce qui fait qu'aujourd'hui, les chiffres s'accentuent beaucoup plus. Alors, quand dans cette situation, on se rend compte que les leaders religieux, par exemple, qui, de par leur statut, doivent aider à sensibiliser beaucoup plus les gens, continuent par célébrer des mariages, non seulement dans les églises, mais dans les maisons. Et des gens continuent... Dans les églises, surtout dans les mosquées, pour ce que les gens nous informent depuis Agoué Zongo. Voilà. Et donc, c'est quand même ahurissant que des leaders religieux qui sont porteurs, n'est-ce pas, de ce message-là puissent quand même s'immiscer en tout cas, descendre si bas, en contribuant à la complication de la situation. Et au-delà de tout, moi, je me dis, je ne sais vraiment pas ce que nous voulons. Ce n'est pas pour dédouaner l'État, mais je crois quand même que vu tous les efforts que l'État a fait en termes de déploiement de moyens, c'est quand même des milliards. C'est vrai que c'est notre argent à nous tous. Mais quand l'État fait sa part, il va falloir que nous également, nous faisions notre part, parce que c'est une question de santé humaine. Et quand l'agent, par exemple, le médecin en question, pour un rien du tout, essaie de falsifier un résultat pour permettre à quelqu'un de voyager, avec tout le risque que ça comporte, aussi bien au départ qu'à l'arrivée, la cohabitation que la personne là aura avec tout son entourage de Lomé jusqu'à son pays d'atterrissage, je dis, il va falloir que nous nous questionnons, que nous allions, nous nous convoquions au temple en tout cas, oui, au temple de notre conscience. En tout cas, nous, les médias, nous faisons notre travail de sensibilisation, même si les gens ne nous écoutent pas, nous faisons notre part, parce que il y a problème vraiment en la demeure. Les témoignages qui nous arrivent un peu partout, à Lomé, dans le yacht, un peu partout, que les gens ne respectent pas les mesures. En tout cas, l'histoire aura retenu que nous, les médias, nous amplifions la sensibilisation, et puis le relâchement également, et puis une certaine forme d'absence de l'État. J'apprenais ce matin qu'au Kenya, le président Uhuru Kenyatta, il a adressé son 11e message à sa population depuis la pandémie. Dites-moi, combien de fois nos autorités ici se pointent eux-mêmes pour nous parler de la pandémie. Jean Le Grand Polorini. Je ne vais pas peindre le portrait, tout le monde est conscient que
notre chef de l'État a très rarement pris la parole sur ce sujet, très rarement. Et c'est plutôt peut-être les commis, les envoyés, les autres ministres que nous voyons. Mais vous savez, le peuple est plus conscient lorsque le premier leader, on le sent vraiment engagé. Il y a la parole. Nous ne disons pas que le chef de l'État ne travaille pas. Nous ne disons pas qu'il ne donne pas d'instructions. Mais cela ne suffit pas. Il faut quand même une parole. Une fois qu'on l'entend, qu'on le voit vraiment à l'œuvre, à travers un discours et tout ça, les gens vont se rendre compte que, vraiment, il y a quelque chose qui est en jeu. Je vous dis qu'il y a des gens qui me disent, mais Jean, est-ce que tu es sûr qu'il y a le coronavirus au Togo? Les gens se disent que la maladie n'existe pas. Que tout ça, on est en train de nous tromper. Juste parce que quoi? Les gens se disent que les autorités ont pris l'habitude de nous mentir, de ne pas dire la vérité. C'est également un des vrais problèmes actuellement qui fait que les gens ne sont pas vraiment rassurés. Parce qu'il y a une crise de confiance entre le peuple et ses dirigeants. Eh bien, on va comparer. Depuis que la maladie est déclenchée, le président Uhuru Kenyatta, hier, il a adressé son 11e message à sa population pour dire, les gens, je suis avec vous, nous sommes ensemble, alors que chez nous ici au Togo, le chef de l'État, on l'a écouté le 11 avril, et puis c'est fini. Le Premier ministre, le 11 avril, le 1er avril pour le chef de l'État, le Premier ministre, on le voit de temps en temps présider des rencontres avec le conseil scientifique, la coordination, et puis c'est fini. Le ministre de la Santé, vous savez où il est? Notre ministre de la Communication, vous savez où il se trouve? C'est vraiment un problème. Effectivement, c'est un problème. Vous savez, chez nous on dit fort et bidji. Fort, puisque Klassou refuse de démissionner. Et que les barons lui disent de continuer. Il semble plutôt que Klassou a remis sa démission. On attend seulement l'officialisation. The Guardian a publié un truc jeudi passé. Il y a une guéguerre entre Fort et Klassou et les barons qui ne veulent pas que Klassou quitte là-bas parce que Fort a un nom à proposer comme Premier ministre. Je vous le dis. Là, c'est votre information. C'est mon information. Et maintenant, dans toutes ces guéguerres, c'est vrai que Fort lui-même ne parle pas. Mais comment on peut expliquer pendant 6 mois on n'a pas de gouvernement? Et Klassou, lui, se complaît de prolonger. Ce n'est plus le chef de l'État. Hein. Des fois, même, vous ne trouvez pas la signature de Fort Gnassingbé qui prolonge l'état d'urgence. Comment vous comprenez ça? Dans un pays qui se dit démocratique, qui est en voie de démocratisation et qui veut se développer face à une pandémie, ni le président ne parle pas. Le problème aujourd'hui, lui, il préfère plutôt le Gabon. Donc, dans tout ça, les Togolais sont restés on l'a encore publié. Le Togo est un bateau ivre, sans maître, sans capitaine, sans gouvernail, sans boussole. Et Klassou, lui, 5 ans après, il ne veut pas partir. Non, Klassou est là-bas. Donc, le problème, il faut que les Togolais sachent que c'est ça le problème. Donc, il y a la guerre qui est entre les barons et Fort autour de Klassou qui doit partir ou non. C'est ça qui fait que le président est devenu encore plus silencieux qu'avant. Mais le problème, est-ce que c'est Klassou ou bien au-dessus de Klassou ou en bas de Klassou? Lui, il n'a qu'à démissionner au moins pour qu'on sache que lui, il est parti. Merci. Nous passons directement à l'économie. Ce que nous craignons est vérifié depuis. Pendant que le Togo escomptait un taux de croissance de 5,5% en 2020, on va devoir se contenter d'un taux de 1,3%. Et si la situation n'empire davantage, c'est le ministre de l'économie et des finances, Sani Aya, qui a eu le courage de nous le dire ouvertement. Mais en même temps, dans le secteur bancaire, il y a 2 articles. La Nouvelle Tribune qui nous livre une enquête sur les services bancaires au Togo entre satisfaction et médiocrité, malheureusement. Et l'homme n'est pas avec nous, nous le regrettons. Quant à vous, Front des démocrates, vous nous parlez d'une institution financière, c'est la Cofina, qui vient d'arriver sur le marché togolais. Bien évidemment, la Cofina, beaucoup de gens ne connaissent pas ces structures. C'est la compagnie financière africaine qui, on va le dire ici, est un système financier à cheval entre les banques classiques et la microfinance. Et cette structure-là, qui est promue par un Ivoirien du nom de Jean-Luc Konan, vient d'arriver sur le marché togolais. Et voyez-vous, la réalité, c'est que depuis un moment, on sait quand même que dans le cercle
des acteurs qui font l'économie nationale, il y a une bonne partie de gens qui sont dans le secteur informel. Malheureusement, la réalité est que ces gens-là sont exclus du système classique, c'est-à-dire que rarement vous les verrez disposer d'un compte bancaire, rarement vous les verrez faire des prêts à la banque, alors que eux aussi, ils sont des acteurs importants de la chaîne de valeur. Et donc, ce système a pour objectif, n'est-ce pas, d'accompagner ceux-là qui opèrent dans le secteur informel, notamment dans les PME, PMI, et ils développent des stratégies pour pouvoir accompagner des gens qui s'inscrivent dans les activités rémunératrices, en tout cas activités génératrices de revenus. Ils sont là également pour appuyer, n'est-ce pas, le domaine de la santé, de l'éducation et de l'environnement. Ils veulent également aider à construire des logements sociaux qu'on mettra à la disposition des Togolais qui ont une bourse un peu moindre. Et donc, nous croyons que c'est une bonne chose parce que l'État togolais même en est conscient. C'est pour cela qu'on a créé le FNFI, par exemple, destiné à tout ce bon monde-là. Et donc, quand il y a aujourd'hui une compagnie financière qui vient en appui à l'État togolais dans ce domaine, nous estimons que c'est une très bonne chose, c'est un bon début et il va falloir donc que beaucoup de gens puissent en tout cas tenir compte de l'arrivée de ce financier-là. En tout cas, on peut faire le constat que Lomé est une place financière qui attire avec cette Cofinance qui vient d'arriver, qui vient s'ajouter à d'autres banques. À côté des banques traditionnelles, on a le système financier décentralisé, la microfinance, dans la plus grosse, notre FISEC Togo et toutes les autres. Et le FNFI, Magloire le rappelait tantôt, que le gouvernement a installé il y a quelques années et qui accompagne le secteur informel. Hier, je suivais que le FNFI, en association avec une banque de la place, va gérer un portefeuille jusqu'à 20 milliards de francs CFA pour soulager un peu les petites entreprises. Eh bien, des banques, allons sur le marché du tourisme. Le tourisme qui souffre énormément de la pandémie, et c'est pas seulement le Togo, un peu partout dans le monde. Mais vous êtes deux journaux à consacrer des articles au tourisme. D'abord, vous, Flambeau, vous écrivez « Tourisme au Togo, d'un passé glorieux à la léthargie que nous connaissons actuellement ». Oui, d'un passé glorieux à la léthargie que nous connaissons actuellement, nous nous posons la question de savoir quelle va être un peu la thérapie de choc là à administrer, n'est-ce pas, au secteur du tourisme au Togo afin qu'il puisse, n'est-ce pas, sortir de l'apathie dans lequel ils sont mis depuis quelques années déjà. Vous savez, il y a quelques 40 ans en arrière, eh bien, on a constaté que le secteur du tourisme, ensemble avec le port autonome de Lomé, le café, le cacao, le phosphate, constituent donc des fleurons pour l'économie du Togo. Mais malheureusement, la crise économique et la crise sociopolitique des années 90 a fait que ce secteur-là est complètement tombé dans l'oubliette. Et malheureusement, ça a également des retombées, n'est-ce pas, sur le sous-secteur de l'hôtellerie. Et tout ceci mis ensemble, on a vu que le secteur du tourisme est carrément délaissé au Togo. Et nous nous sommes intéressés au sujet. On s'est dit, à l'orée, n'est-ce pas, de la formation d'un nouveau gouvernement, il va falloir qu'on fasse une analyse diagnostique de la situation. Déjà, au niveau de l'exécutif, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, nous n'avons pas un ministère en plein temps. C'est-à-dire un ministère plein dédié au tourisme. Si, mais c'est rattaché, n'est-ce pas, au loisir et à la culture. Tout ça, c'est même, comme dirait l'autre. Oui, même, d'accord, mais ça prouve que véritablement, on ne compte pas trop sur ce secteur. Et donc, nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ressortir ce secteur-là de son état de léthargie? Et il y a quelques mois, on nous dit que le secteur commence à se réveiller et on nous annonce des chiffres assez prometteurs parce que en 2018, par exemple, on nous dit que les activités touristiques ont créé un peu plus de 48 milliards de recettes, n'est-ce pas, au sous-secteur de l'hôtellerie.
nous disons que c'est une très bonne chose. Et également des chiffres récents nous estiment à quelque 730 à 750 000 le nombre de visiteurs qui commencent par arriver au Togo, en tout cas visiter le Togo. Nous disons que c'est également des acquis. Maintenant, il faut mettre tout ceci ensemble pour pouvoir capitaliser cela. Et le grand problème qui se trouve là-bas, selon nombre d'observateurs, ceux qui sont des techniciens du domaine, on nous dit que beaucoup de sites touristiques au Togo sont en état de souffrance. Et l'exemple le plus atypique, c'est la cascade de Kwime, par exemple. La cascade de Kwime, tout le monde la connaît. Mais aujourd'hui, elle n'existe que de nom. C'est-à-dire qu'il n'y a que la falaise qui est là. L'eau ne coule plus parce que, en réalité, à l'origine, c'était une retenue d'eau qui alimente la CET et la TDE. Qui alimentait, voilà. La CET et la TDE. Mais il s'est fait qu'à un moment donné, les bords de la source ont été envahis par les populations qui cultivaient des champs et tout. Oui. Il y avait eu la déforestation, ce qui a conduit... Les cours d'eau se sont asséchés. Au tarissement des cours d'eau. Maintenant, le peu qui reste, on a conservé juste ça pour tourner les machines de la TDE, de la CET, ce qui fait que la cascade a disparu. Et nous disons que ce n'est pas une bonne chose. Où était l'autorité quand les gens déforestaient le paysage? Où était l'autorité quand les gens cultivaient des champs et tout là-bas? Dans la mesure où on sait que la cascade, c'est devenu un patrimoine national. Donc, nous sommes allés là-bas, on a fait notre analyse et nous disons que pour administrer une thérapie de choc au secteur, il va falloir réhabiliter ces sites-là. Et aujourd'hui, la chance c'est que nous sommes de plein pied dans la décentralisation. Et il va falloir également développer des partenariats avec des pays pour pouvoir faire en sorte que l'expérience qu'on a ailleurs, qu'on puisse les dupliquer chez nous, et partant de là, merci. Ça peut Au-delà réussir. du Kwime, la cascade d'Akroa et bien d'autres sites touristiques à valoriser, c'est un peu le même remède que vous préconisez, Jean-Laurent Poloroni, quand Canal D appelle les autorités à faire au-delà des flatteries. Oui, bien entendu, ça, on dirait que Magloire et moi, nous sommes concertés. C'est pas Magloire, c'est Flambeau et Flambeau des démocrates et Canal D. Si nous étions dans des rédactions vraiment contiguës, on dirait vraiment qu'on a fait le travail ensemble. Oui, il faut dire que en 2018, selon les informations que nous avons eu plus de 712 000 visiteurs par rapport à 2017. Donc 2018, nous avons eu 27% de visiteurs de plus. Mais il faut reconnaître que ces visiteurs viennent parce que le pays a amorcé une nouvelle phase, surtout au niveau du climat des affaires, qui est beaucoup plus relax. Beaucoup viennent plus pour le tourisme d'affaires. C'est pas forcément d'abord pour comment je peux les appeler, nos sites touristiques et tout ça. Et c'est un truc qui nous a fait vraiment réfléchir. Et nous avons approché plusieurs experts dans le domaine des consultants culturels qui ont fait la remarque que beaucoup de nos sites culturels sont actuellement, sites touristiques plutôt, sont non aménagés et vraiment en destruction. Et ils sont en train d'interpeller les autorités vraiment à remettre cela sur la table afin de revaloriser le tourisme au Togo. Également, nous avons des cultures que nous pouvons valoriser. Les évalas et tout ça. Mais ces mêmes personnes font le constat que ces événements culturels ne se tiennent pas à des dates fixes parce qu'elles sont un peu politisées. Or, par exemple, quand vous allez au Bénin, quand on parle de festival vaudou, le festival vaudou démarre tous les 10 janvier. Et l'occidental, parce que nous avons plus d'occidentaux qui viennent en Afrique pour le tourisme, ils savent que déjà le 10 janvier, il y a un événement et c'est programmé depuis des mois, ils arrivent. Mais ici, nous n'avons pas une date fixe. Pour ces fêtes culturelles que nous avons, ça varie au gré des humeurs de certains. On dit non, il faut ça d'abord. Ce qui fait que on ne peut pas vraiment programmer ça. Et les Blancs se disent que c'est un peu difficile pour eux. Ils préfèrent des zones touristiques comme le Bénin et tout ça que de venir au Togo. Parce que vous voyez combien de parcs nous avons, combien de cascades nous avons, comparé peut-être en Éthiopie, au Kenya, où ils ont vraiment des trucs vraiment magnifiques qui attirent plus. En Égypte, les pyramides et tout ça. Il faut que nos autorités réfléchissent vraiment à une nouvelle stratégie. Il va falloir que nous devenions sérieux et qu'on travaille avec méthode. Avec méthode, il ne suffit pas d'être dans le ministère, mais il faut faire
une visite avec tous les acteurs du domaine, notamment les acteurs culturels, les consultants et tout ça, pour vraiment élaborer une stratégie, parce que il y a de la matière à revendre dans notre tourisme. Merci du tourisme. Nous passons à l'école avec cette année scolaire qui, clopin, tire vers sa fin. On a connu les examens du CEPD et du bac 1. La semaine prochaine, le BEPC va commencer. On va finir avec le bac 2. Cela vous inspire, Ambroise, quand The Guardian, vous écrivez fin du bac 1, bientôt le bac 2. Voici les défis qui attendent le gouvernement. Nous sommes curieux de savoir. Ambroise? Oui, effectivement, nous sommes revenus un peu sur le système éducatif togolais depuis les débuts, les années 60-70, avec Komla Betiafa, qui a eu, avec certains de ses collaborateurs, ont lancé l'éducation, même si c'est une éducation qui était centrée sur les curricula étaient calqués sur tout ce qui est francophone, c'était au niveau de la France. Les Togolais ont quand même eu à gagner quelque chose, en plus de la morale qui était imposée dans les écoles primaires, qui aujourd'hui n'est plus tellement de cours. Donc nous, on a fait l'historique, on est revenu à l'actualité, ce qu'il en est aujourd'hui, l'éducation là, avec les défis qui attendent et le gouvernement, notamment la multiplication des salles de classe, des bâtiments de classe, des bancs, des matériels didactiques, pour justement compenser ce que le coronavirus est en train de créer actuellement. L'autre défi aussi, c'est au niveau des enseignants. Vous savez qu'au départ, beaucoup d'enseignants venaient par vocation dans ce métier. Vous avez été enseignant, vous y retrouvez sur ce que je voudrais en venir. Mais par la question du chômage et du sous-emploi, beaucoup aussi viennent dans cette profession, ne serait-ce que pour gagner du gain. Ce qui veut dire que la question de la pédagogie et de la transmission du message aux enfants n'est plus cette réalité que nous vivons aujourd'hui. Au-delà de cette réalité, il y a aussi la question des parents dont certains ne jouent plus tellement leur rôle. Je suis conscient et je félicite les parents qui sont en force de soutien à leurs enfants à la maison et d'éviter que les répétiteurs deviennent des enseignants bis qui sont en classe. Donc, ça, les parents doivent continuer à cela. On n'a pas besoin forcément d'aller trop à l'école pour pouvoir encadrer ses enfants à la maison, pour qu'ils continuent de vivre les réalités de l'école et de sortir gagnants à la fin des examens. Mais il y a l'autre défi aussi, c'est comment faire pour que le gouvernement puisse juguler cette histoire de pandémie avec cette multiplication de cas dont nous venons de faire cas, et en plus de multiplier les enseignants. Il y en a qui sont recrutés, qui sont formés à l'ENS, mais ça fait plus de 6 mois, n'ont pas encore leur salaire. Il y en a même qui ont dépassé 1 an, qui n'ont pas leur salaire. Je ne sais pas ce qui conduit le gouvernement à laisser certains enfants qu'eux-mêmes ils ont formés dans la végétation, c'est-à-dire ils végètent, au point que beaucoup ont prêté de l'argent jusqu'à 1 million pour qu'ils attendent les soldes, c'est-à-dire comment les rappels, c'est ça non, le rappel pour pouvoir payer le trou qu'ils ont créé. Donc, moi j'en appelle au gouvernement de déjà anticiper dans 1 mois et demi pour la reprise des classes, déjà faire appel aux enseignants qui sont là en attente, les volontaires, les enseignants volontaires, il faut comment vous les appelez, il faut les intégrer dans la fonction publique avec les moyens. Je sais que le gouvernement fait des efforts, il faut le reconnaître, dans l'amélioration des conditions de travail des enseignants avec les salaires, je le sais, mais il faut aller au-delà, multiplier obligatoirement les classes. Surtout la question de la distanciation sociale viendra se pointer le nez le 26 octobre. D'autant plus que la rentrée scolaire 2020-2021 est projetée pour le 26 octobre prochain. Qu'est-ce qui sera d'ici là? Je vous rappelle que la rentrée scolaire en France constitue un véritable casse-tête au gouvernement français. Chez nous, c'est dans 2 mois. Peut-être que Atchadeji Afo et son collègue de l'enseignement technique, s'ils sont encore là d'ici là, puis s'ils sont là, on verra ce qu'ils vont nous préparer. Eh bien, information importante avant que nous terminions, c'est que ces réunions qui se sont tenues à Neho hier, avec le préfet et au palais de Glidji, donc la pierre sacrée en pays gain sera réduite à un collège de 15 personnes maximum. Et en prélude à cette fête-là, la préfecture des Lacs va être bouclée du 3 au 17 septembre prochain. Nous y reviendrons avec si tu permets ça, je vais juste compléter un truc. Quand je parlais d'une institution financière, je précise que ce n'est pas la direction générale de l'OTR où il n'y a pas de lave-main. Là-bas, ils ont donné l'exemple, il y a 2 dispositifs vraiment automatisés de lave-main. Mais c'est à une autre agence de l'office
où il n'y a pas de lave-mains. Cette agence se reconnaîtra. Elle se reconnaîtra. Merci beaucoup. Il va être 12 heures dans quelques secondes. Nous soufflons un peu et nous nous branchons sur vous. Merci de réagir par vos questions, vos commentaires sur les sujets que nous avons débattus aujourd'hui. Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5. Nous avons parlé de l'économie, du secteur du tourisme. Nous avons parlé de l'école togolaise, la fin de l'année, comment préparer la rentrée prochaine. Nous avons parlé de la réponse à la Covid-19. Nous avons également parlé de plein d'autres sujets, les routes togolaises et autres. L'un ou l'autre sujet devrait vous intéresser, n'est-ce pas? Bonjour l'ami. Oui, bonjour. C'est monsieur? Monsieur Pelé. Oui, monsieur Pelé, nous vous écoutons. Oui, je le dis toujours, 2 mois jour pour jour, la rentrée scolaire prochaine. Qu'est-ce qui va se passer 2020-2021? Est-ce que ce sera la même préoccupation, c'est-à-dire le même style, c'est-à-dire la distanciation va continuer, cette pandémie-là avec le même chose? Ça, c'est essentiel, parce que nous n'avons pas des écoles dans notre pays. Ça, c'est la première préoccupation. Bon, deuxième préoccupation concerne cette pandémie aussi. C'est pour cela que le chef de l'État a autorisé ou bien a demandé que l'Assemblée lui prête le pouvoir encore de plus. Malgré qu'il a tout le pouvoir, l'Assemblée il peut faire tout ce qu'il veut, mais il a les autres et on a fait ordonnance, ils ont voté l'ordonnance. Donc c'est pour prendre le devant de la chose. Mais on ne voit pas même le Premier ministre. Mais dans cette situation, nous avons besoin de l'information. Moi, le ministre de la Communication n'a qu'à sortir. Formation civique. Les journalistes, il faut des sketchs pour que la sensibilisation soit étendue sur tout le temps du territoire. On nous amène seulement les docteurs qui nous disent « Lavez les mains, pocher, cacher ». Mais ça, c'est pour aller où? Mais regardez dans nos pays voisins, le Bénin et le Ghana, est-ce qu'ils ont besoin de tout ça là? Bon, jusqu'à quand? Merci Pelé, merci pour votre fidélité, jamais démenti au Club de la Presse. Nous passons au suivant, bonjour. Alors bonjour. Oui. Je voudrais agir. Akadjao, Sizim Patrick. Tout à fait. Et par rapport à 2 points, celui qui a falsifié les documents pour que celui-là qui devrait voyager puisse voyager. Moi, je dirais que c'est un assassin. Il veut tuer la population. Et ayant prêté serment pour défendre la cause, pour sauver l'humanité, et lui, il essaie de falsifier. Alors que la personne avait déjà, on a constaté qu'il était positif. Ayant falsifié, ça veut dire qu'il veut tuer vraiment la population. Il s'agit de la santé publique. Bon, pour le second point... Patrick, ce monsieur-là va devoir répondre de ses actes devant la justice. Tout à fait. Je suis fier pour ça. Bon, pour le second point, c'est par rapport à mon ami Ambroise. En ce qui concerne les enterrements, il a donné l'exemple du professeur Kokoloko, sa maman et l'ex-premier ministre défunt, que les gens étaient agis comme dans leurs enterrements. Là-bas, pour les enterrements, au fait, on n'invite pas. Mais pour les mariages, ça s'invite. Vous savez que les enterrements, c'est la compassion. Donc, on n'invite personne, mais tout le monde veut aller compatir à la douleur. Moi, j'aurais souhaité qu'on dise que, avant d'y aller, il faut se protéger par les masques et les bavettes, en plus disposer les mesures et de lave-mains. C'est ce que moi je peux voir. Merci. Pour les enterrements, les mesures officielles en vigueur, c'est qu'un enterrement ne devra pas rassembler plus de 30 personnes. Ce que nous allons demander, c'est que les familles éplorées et la FOSAP et les préfets et les maires devraient faire respecter cette disposition jusqu'à nouvel avis. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Nous recevons le suivant. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur Georges de Pichegbe. Allez-y. Bon, le premier, c'est pour la voie de Sarah Kawala. Où au niveau du port, là, il y a des gros espaces qui sont laissés au milieu de la route. Le port peut exploiter ça pour faire des parkings. Je ne sais pas si vous voyez un gros milieu là, de terre-plein central où il n'y a rien.
On peut utiliser, faire le parking là-bas, les gens vont stationner sans problème. Je ne suis pas spécialiste de la route, mais il vaut mieux éloigner les camions de la route internationale. C'est une autre option aussi. Deuxième sujet, au niveau de la force anti-pandémie, on a plaidé ici pour que les lieux de culte soient ouverts. Quand c'est ouvert, vous voyez, même les soldats qui rentrent, qui vérifient si c'est bien fait, ils peuvent faire de même pour les mariages, les enterrements et autres. On a suffisamment de militaires qui peuvent, de policiers qui peuvent circuler et suivre tout ça là. Ça va permettre aux gens de respecter, parce que c'est la discipline. Sans la discipline, l'Africain ne respecte rien. Il y a une institution dont vous avez parlé aussi, un sujet, je ne me rappelle plus, Cofina. Voilà. Les autorités, est-ce que nos autorités ont bien suivi ça? Est-ce qu'ils savent ce que c'est? On espère que ce ne sera pas encore quelqu'un qui va venir prendre l'argent de nos pauvres mamans et disparaître encore. C'est juste une réflexion. On peut présumer que Sani Yaya s'est bien assuré de Cofina avant de l'autoriser à venir sur le marché togolais. Le suivant en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Allô, l'ami, bonjour en ligne. Bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur Monsieur Dieudonné. Dieudonné. Oui. Ok, nous vous écoutons. Je voudrais vous parler d'un phénomène. Vous avez parlé aujourd'hui des voitures qui transportent des conteneurs sans les attacher. Oui. Et aussi, sur la route de Ségoué, bien que la voie n'est pas normale, il y a un phénomène qui se passe aussi. Vous avez les titans qui chargent les bagages. Les bagages, les gars là. Et puis, on charge la voiture jusqu'à dépasser ce que... jusqu'à dépasser la charge à l'essieu. C'est ça. Et maintenant, quand ces voitures-là passent, vous êtes derrière les voitures, elles se passent, je ne sais pas comment les gars, la tombent sur la voie. Alors que vous êtes derrière. Oui. Et souvent, à Wonyome, il y a les arbres là qui sont sur la voie, qui ont tendu leurs branches là sur la voie. Oui. Et quand ces voitures-là passent, ça ramasse les gars là sur la voie et ça tombe. Alors qu'il y a des voitures qui passent, il y a les motos qui passent. J'ai vérifié ce fait-là 2 fois. Donc nous interpellons les autorités à agir, sinon il met la vie de la population en danger. Merci l'ami, mais vous avez oublié un détail. Quand les camions viennent du Ghana, il y a des garçons qui montent sur le toit et qui soulèvent les fils de la CET pour que le camion puisse passer. Évidemment, vous avez dit la vérité. Donc il y a des fils aussi qui sont tombés, qui sont bombés sur la voie et empêchent ces gros camions-là de passer. Oui. Nous interpellons la CET de faire pour que ces fils puissent être soulevés. Merci, c'est vraiment dangereux quand des jeunes apprentis montent sur les camions pour soulever les fils de la CET avant que le camion puisse passer avec tous les risques éventuels d'électrocution. Nous prenons l'auditeur suivant, bonjour. Allô. Oui. Bonjour, monsieur Sass. Papa Sibiti. Bonjour, monsieur Ponjo. Votre fils. Le fils de mon patron. Bonjour. Oui. Monsieur Sibiti, comment vous allez? Bon, je voudrais parler de la corona ou bien quoi. Oui, coronavirus. Les mariages. Et vous avez parlé de Zongo, c'est nous, ça les musulmans. Il faut envoyer les policiers. Mais avant qu'il n'y ait mariage, il y a l'autorisation, non? Pourquoi le maire qui autorise les événements n'envoie pas la sécurité pour contrôler? Ils doivent le faire. Sass, monsieur Sass, pardon de vous dire ça, mais il faut attendre que le président de la République, moi je ne le défends pas, porte ou bien vienne à la télévision avant d'être conscient. Soyons conscients. Oui, Papa Sibiti, mais c'est ce que font ces homologues dans d'autres pays. Ah, chacun a son sien. Mais si notre président ne le fait pas, nous allons attendre. S'il ne le fait pas, nous allons mourir de Covid. Troisièmement, avec la rentrée, mon fils, le fils de mon patron l'a dit, il a évoqué un nom là, Agbetia, pas Michel, le ministre. Mais, de son temps,
Aujourd'hui, avec ce qui se passe, il y avait une baisse de niveau. Voyez ce qui s'est passé. Les résultats ont été donnés hier pour le CPD. Vous allez voir, c'est cette année, si on ne fait pas attention, qu'on aura encore la baisse de niveau. J'ai dit baisse de niveau parce que celui que M. Ambroise a évoqué à Betiafa, c'est une intelligence rare. À ce côté, il est arrivé à Tchamba, un enseignant qui dit, Monsieur le ministre, quand est-ce qu'on dit qu'il y a un baisse de niveau? Il dit justement, il y a baisse de niveau quand un enseignant dit, quand est-ce qu'il y a un baisse de niveau? À ce côté, c'était mon patron, Kondo, parce que moi j'étais conseiller avec Monsieur Gomindo à Tchamba quand il faisait sa tournée. Donc voilà le niveau. Il faut que nous veillions à ce niveau. Monsieur Ambroise, mon patron vous surveillera tout. Merci Papa Sibiti, toujours égal à lui-même. Nous prenons l'auditeur suivant. Bonjour. Allô? Oui, monsieur Sass, bonjour. Bonjour à vous. Oui? C'est Sylvain. Sylvain, oui. Oui, pour le coronavirus, ça, franchement, il faut que l'autorité sévisse. Les villes qui sont bouclées là, il y a souvent des bons moments que les gens passent pour arriver dans la capitale. Les chemins clandestins. Oui. Donc, quand c'était passé à Théviers, c'était du cafouillage. Et pour les microfinances, là, il faut que le ministre sache à qui donner l'autorisation pour l'installation, parce que ça s'est passé à Théviers la semaine dernière seulement. Hein. Il y a une microfinance qui s'est envolée avec l'argent des gens. Ah bon? Ah mais oui. Ok. Encore, nous présumons que le ministre Sani Yaya a pris toutes les dispositions pour autoriser l'arrivée de Cofina sur le marché togolais. Bonjour l'ami. Bonjour ça. Oui. C'est Karim depuis le Tasso. Oui, Karim. Ouais. Le premier sujet, je veux que tous les pays font une assemblée. Sinon, il a beaucoup diminue un peu le volume de la radio. Et ça va maintenant, non? Oui. Je dis, il faut que les Togolais puissent font une assemblée. Sinon, notre président a beaucoup de problèmes. Parce qu'on ne peut pas avoir un président de la République qui est élu avec 72% quelque chose. Et depuis jusqu'à il n'y a même pas, le gouvernement n'a même pas formé. Le président ne parle pas. Les gens qui sont dans le gouvernement ne parlent pas. On ne sait même pas ce qui se passe là-bas. Il faut que tous les Togolais prient beaucoup sur cette assemblée. Sinon, on va avoir un problème sérieux dans ce pays. Ça passe. Maintenant, je reviens au coronavirus. Si tu vas vers le matin, à la préfecture de Yao, donc on ne sait même pas qu'il y a la maladie. Et puis quand j'étais parti à Tours, il y avait un ministre, je ne sais même pas, il y avait un assistant qui avait décédé là-bas. Et il y avait du monde, plus de 300 personnes. Mais je demande, il y avait le maire. Mais quand je me suis arrivé avec mon taxi, parce que moi j'avais pris des gens dans la voiture, mais je demandais à un ami, il n'y a pas le maire dans ce village. Le gars me disait, il y a le maire. Il n'y a pas de coronavirus chez vous, il me disait non. Qu'il ne connaît même pas ça. Je dis non, pourquoi? On demande pardon au gouvernement de nous voir ça. C'est pas le seul à ce côté seul il y a coronavirus. Ça peut se partager à tout moment. Je salue Ambroise de ma part. Merci Karim, le taximan. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Ah, monsieur Sass, excusez-moi. Je reviens parce que, vous savez, le président, il faut le laisser de côté. Au moins, il a fait des dépenses pour les milliards qu'il a mis pour les... Il ne me connaît pas, il ne m'a jamais donné un franc, sauf pour ma passion. Bon, donc, écoutez-moi et suivons. Les dépenses qu'il fait pour le corona, là, il faut qu'on lui soit reconnaissant. Merci. Oui, mais c'est pas seulement l'argent. Hein. Nous avons besoin de sentir notre papa avec nous en toutes circonstances. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? Monsieur Kassi de Sabado. Oui, allez-y. Oui, je voudrais rebondir sur le sujet de la Covid concernant la rentrée prochaine. Le président Macron avait dit que c'est la guerre qui est déclenchée avec cette histoire. On est en train de réfléchir comment est-ce que la rentrée va être faite. Il
faut que le gouvernement s'attelle dès maintenant pour trouver la solution. Parce que ça ne sera pas comme d'habitude. Tout le monde le sait déjà. Il ne faut pas que le gouvernement attende à la dernière minute. Vous courez de gauche à droite, vous faites ceci, faites cela, ça ne va pas marcher, on va refaire. Non. Nous proposons que le gouvernement prenne conscience et s'y mette à temps. Merci, je vous remercie. Je vous en prie, j'ai foi que le ministre Acha Deji et ses conseillers nous écoutent. Le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour. Oui, allô, oui, bonjour, Sas. Oui. Le président beau faire des dépenses, mais c'est pas son argent à lui, c'est l'argent du peuple. C'est monsieur Didier. Oui, c'est l'argent du peuple, c'est pas son argent. Le problème de coronavirus, c'est un problème de conscience, d'éducation et puis d'exemple. Il faut que ceux qui sont devant nous montrent l'exemple. Parce qu'il y a des gens qui sont inconscients, nous qui sommes un peu conscients, montrons-nous l'exemple. Le chef de l'État, moi je l'ai jamais vu avec une barrette. C'est pas normal. Dans les autres pays, on voit les gens porter, les présidents le font. Ça nous ici, on voit même Kagame laver les mains. Ça incite les gens, ceux qui sont fans de lui, à le copier. On a vu des joueurs, des artistes s'investir personnellement. C'est pas seulement l'argent qui compte. D'ailleurs, c'est même pas son argent, c'est l'argent de nous tous. Merci, ça. Je vous en prie, Didier. Merci pour vos contributions qui nous enrichissent. Magloire, 2 ou 3 auditeurs se sont intéressés à la Cofina qui vient d'arriver sur le marché. Ils voudraient s'assurer que ils sont venus pour rester. D'abord, c'est une information que nous portons à la connaissance du public. Mais pour lui répondre, pour leur répondre, puisque c'était 2 ou 3 auditeurs qui m'ont interpellé là-dessus, c'est pour vous dire que nous, on fait foi, n'est-ce pas, aux autorités compétentes, notamment le ministère en charge de l'économie et des finances, qui a su étudier, n'est-ce pas, la structure avant de lui ordonner de s'installer au Togo. Mais il faut expliquer aux gens que ce n'est pas une microfinance en tant que telle, ça s'appelle de la mésofinance. C'est vrai que c'est nouveau et donc c'est normal que les gens s'inquiètent, mais c'est un peu banque. C'est un peu microfinance. C'est à mi-chemin entre les deux. Ce qui fait qu'ils font de l'assurance également. Ils font du e-banking et un peu de tout. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement au Togo. Ils sont au Bénin, ils sont au Nigeria et ils projettent s'installer en Afrique centrale. C'est pour vous dire que ce n'est pas de la microfinance comme nous connaissons la microfinance ici au Togo. Mais c'est à la taille d'une banque, mais qui s'occupe beaucoup plus du secteur informel. Les auditeurs voudraient seulement s'assurer que c'est pas que ce qui est en train d'arriver est du bon. Ambroise, la question de la fin de l'année scolaire, surtout la rentrée 2020-2021, ça préoccupe un certain nombre d'auditeurs. Je crois que les auditeurs ont foncièrement raison sur les préoccupations qui sont énoncées par rapport à comment va se faire la rentrée. D'autant plus qu'en France déjà, il y a tellement d'inquiétudes, les ports de masques qui divisent les parents et les autorités, on demande aux parents d'acheter les cache-nez. Ici, je ne sais pas comment, le gouvernement, je le dis, a fait certains efforts. Je crois que le gouvernement, dans notre article qu'on a publié, on est même allé loin en demandant au gouvernement de faire une allocation spéciale aux parents d'élèves, que ce soit du privé ou du public. On me dira que ce serait de trop. Puisque les enfants du public, c'est parce qu'il y en a tellement de problèmes dans le public que certains sont obligés, sans les moyens, de mettre leurs enfants dans le privé. Ils bénéficient de l'assurance au niveau des élèves, de tous les publics. Scolassure, cantine pour les enfants du public et les privés. Au moins une allocation. La cantine, c'est pas dans toutes les écoles, c'est seulement dans les zones les plus vulnérables. Même à titre expérimental, c'est déjà une avancée du côté public. Qu'en fait-on pour les privés, les enfants du privé? C'est pas parce que tous les parents ont les moyens qu'ils ont mis leurs enfants dans le privé. Il y en a dont l'école publique est très loin même de la maison des parents. Je voudrais boucler dans ce sens en venant aux universités privées. Je voudrais féliciter certaines universités privées. Je donne juste l'exemple de l'ISDI. Quand ça s'est produit, les gens sont allés à des cours de distance, sans présentiel. Je ne vous dis pas ce que cette université a fait avec rigueur pour que les enfants et les enseignants, tout ce qui vient du campus, puissent s'en sortir et boucler l'année. Je donne un salut spécial à ce DG-là, le docteur Somali. C'est reçu. Ça dit que y compris l'école Yéris, qui est à côté. Alors, non, les universités là, ils ont fait un bon travail. Ça, c'est pas à Talakou, ça? Non, c'est pas à Talakou. Moi, tu me connais très bien. Je vous connais. Jean-Louis Poloroni, d'autres auditeurs se sont intéressés
aux cérémonies de mariage et de funérailles en ces temps de coronavirus? Oui, le constat il est clair et chacun le fait. C'est qu'il y a un certain relâchement de mesures barrières et tout le monde s'inquiète. Même si d'aucuns se disent que le coronavirus n'existe pas dans leur région ni dans leur préfecture, c'est un fait que nous avons eu plusieurs centaines de cas et actuellement 27 décès. Et le coronavirus est réel. Il faut actuellement que nos autorités trouvent une stratégie afin de dissuader ceux qui sont un peu inconscients et qui, par inadvertance, risquent la vie des autres en ne se protégeant pas eux-mêmes. Merci. C'est un travail à la fois individuel et collectif, depuis le sommet de l'État jusque dans les maisons et dans nous-mêmes, chacun autant que nous sommes. Ultime tour de table avec votre carton de fin d'émission, Magloire. Non, c'est pour parler un peu de la gestion de la Covid au Togo. Vous le disiez tantôt, on ne sent vraiment pas la présence du chef de l'État. Moi, je dis, on nous dirait que peut-être un citoyen lambda ne parle pas beaucoup à la maison, que ça ne dira rien à personne. Mais quand il s'agit d'un chef d'État, il faut montrer l'exemple. C'est tout ce que nous demandons au chef de l'État. C'est ça votre carton? Non, pas un carton. Vous avez dit un tour de table. Oh, c'est ce que je fais. Tout de table pour le carton. Bon, je n'ai pas de carton, mais nous avons parlé de la route qui tue beaucoup au Togo en début d'émission. On vient de me l'apprendre que la route togolaise vient d'emporter un confrère. Et oui. Le confrère oui. Ah bon? Oui, il semble qu'il revenait de l'intérieur du pays et il a fait un accident de circulation, donc il s'en est allé. C'est terrible. Nous allons nous assurer de ça là et revenir aux besoins demain dans le club de la presse. Ambroise? Oui, j'ai pas de carton, mais je voudrais saluer monsieur Edo Bansa qui est le patron d'une imprimerie et d'une grande salle de cyber au niveau du lycée moderne 1 à Idegomé, et de son assistant technique qui est l'informaticien monsieur Malik. C'est des gens qui font de bonnes choses à ceux-là qui font des bâches de grande qualité, comme les Chinois et les trucs là le font ici au grand marché. Ils sont bons là-bas à Idegomé. Ça aussi me ressemble un peu à une forme d'Atalakou. Bon, tu peux le prendre comme tu veux. Mais sauf que je n'ai jamais fait ça. Oui. Jean Legrand pour l'Orini? Oui, moi j'ai un carton rouge à l'endroit de tous ces retraités-là qui ne veulent pas quitter leur poste, qui sont accrochés bec et ongle, qui refusent de s'en aller. Je crois qu'ils sont à l'image un peu peut-être du gouvernement de Faure Gnassingbé qui peine à sortir. Parce qu'on dit qu'on ne copie que ce que l'on voit les autres faire. Si jusqu'à ce jour, ça fait plus de 6 mois, on n'a pas de gouvernement, peut-être c'est normal pour certains de prendre la retraite, mais de continuer pas à tirer les prolongations. C'est un sujet qui revient souvent. Mais entre nous, est-ce que ce sont ces agents qui refusent de libérer leur poste, ou bien leur ministre, ou bien le gouvernement qui tarde à leur signifier la porte de sortie? Certains tiennent les câbles et d'autres, c'est à cause du ministre. Contre l'avis du ministre? Oui, mais on a eu plusieurs cas qui ont été révélés par les médias. Un fonctionnaire qui va refuser de partir à la retraite malgré l'avis... Vous savez qu'il y a des agents du ministère, des ministères qui ont des hauts placés, qui sont même au-delà de leur ministre. Et le ministre ne peut pas le dégommer. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain vendredi à 11h, si Dieu le veut, Dieu le voudra bien, Magloire. Oui, pour précision au sujet du décès du confrère, ça y est, du confrère Peter Aoui, directeur de publication du journal Le Médiateur. Que Dieu ait son âme. Je me rappelle qu'il y a quelques années, Peter Aoui et moi, nous avons fait le voyage de Kara à Lomé. Je me rappelle son visage encore devant mes yeux. Pour terminer avec la pensée du jour, la nature nous a donné une langue et des oreilles afin que nous parlions peu, mais que nous écoutions beaucoup. À demain vendredi, si Dieu le veut, Dieu le voudra bien. D'ici là, encore une fois, continuez à célébrer la vie.